Merci de me permettre de présenter ce travail qui, vous allez voir, est un petit peu original, peut-être pour un travail scientifique, puisqu'il s'agit d'un travail de sciences participatives, donc qui va associer différents types de participants, dont finalement des gens qui ne sont pas des chercheurs. Et ce travail, on l'a mené dans le cadre du club Autisme, Troubles du neurodéveloppement et Vision, qui est un club qui rassemble des chercheurs, des cliniciens, qui réfléchissent autour de la perception visuelle dans les troubles du neurodéveloppement. Alors, en faisant, je dirais, des rencontres classiques, mais aussi en proposant des rencontres une fois par an sur une thématique définie, qui est ouverte au grand public, et bien sûr, qui est travaillée avec des personnes avec un trouble du neurodéveloppement. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter ce travail qui est le fruit du travail de l'an dernier. Donc cette rencontre, eh bien, on l'a conçue de la façon suivante. D'abord, on a proposé un thème qui était celui de l'autisme, une perception singulière de la ville, à une collectivité territoriale. Parce que les collectivités territoriales se rendent compte qu'elles accueillent de plus en plus de personnes avec un trouble du neurodéveloppement et en particulier un trouble du spectre de l'autisme. Leurs questions portent principalement sur plutôt l'accueil dans les écoles, mais en l'occurrence, plus largement, elles réfléchissent à comment elles peuvent faire évoluer leur politique pour mieux prendre en compte ce type de public. Donc c'est un peu comme ça qu'est née cette démarche. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les experts d'usage. Eh bien, les experts d'usage, c'est les personnes autistes, ce sont leurs proches qui vont nous faire partager leur expertise de leur quotidien et sur finalement leur expérience de cette perception singulière dans la ville. On a rencontré aussi des urbanistes et des architectes. Pour moi, ça a été une découverte parce que j'étais jamais, on va dire, sortie de mon laboratoire de neurosciences et découvrir que finalement, on n'est pas les seuls en neurosciences à s'intéresser à la perception visuelle dans les troubles du spectre de l'autisme. Ça a été aussi très intéressant parce que ça m'a permis de réfléchir à des protocoles sur lesquels je travaille dans mon laboratoire en intégrant finalement des questions que peuvent se poser des architectes. Et donc, à quoi aboutit finalement tout ce travail avec tous ces participants? Eh bien, à ce livret ressources, qui n'est pas du tout maquetté pour l'instant, mais qui le sera bientôt, et dans lequel vous allez trouver les résultats de la recherche en neurosciences, mais aussi en urbanisme, en architecture, en paysagisme. Vous allez aussi avoir des retours d'expérience. Par exemple, on voit là le petit dessin, c'est la ligne bleue à Lyon, mais je pense à un retour d'expérience aussi mené par le LABA dans un hôpital de jour qui dépend du GHU Saint-Antoine à Paris, sur la réflexion sur comment on peut adapter un espace de retour au calme en tenant compte des particularités sensorielles des personnes autistes. Et puis, vous avez bien sûr des témoignages. À la fin, il y a un témoignage d'une maman qui, j'ai envie de dire, une fois qu'on a lu ce témoignage, eh bien, on a tout le livret résumé. C'est vraiment incroyable. Donc, je vais quand même revenir un petit peu aux particularités perceptives dans l'autisme. La première chose, c'est le fait qu'on retrouve plus de troubles ophtalmologiques que dans la population générale. Alors ça se traduit par la myopie, l'hypermétropie, des choses comme ça, mais aussi l'amblyopie et le strabisme. On retrouve également au niveau de la dilatation de la pupille, et c'est ce qui va permettre finalement l'entrée de la lumière dans l'œil jusqu'à la rétine, une différence de dilatation, c'est-à-dire de la durée de cette dilatation. La pupille ne va pas se dilater dans le même temps que chez une personne neurotypique, et elle ne va pas se contracter avec la même amplitude. Ce qui signifie donc que potentiellement, c'est pas la même quantité de lumière qui va passer. Et donc on voit que déjà, dès les premiers niveaux de traitement visuel, on retrouve des différences entre les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et les personnes sans trouble du spectre de l'autisme. Et puis si on regarde la rétine, eh bien, au niveau de la rétine, on retrouve des anomalies fonctionnelles et structurelles de cette structure qui permet à la lumière d'être transformée en signal neuronal. Maintenant, on va sortir de cette partie précoce du traitement de l'information visuelle pour arriver au niveau du cortex.
et on va regarder ce qui se passe au niveau du cortex visuel primaire, qui est la première structure cérébrale qui permet le traitement d'informations extrêmement simples dans le cerveau, comme simplement la perception du contraste et de la luminosité. Et là encore, on a retrouvé des particularités dès ce niveau de traitement. Et puis, pour la perception des mouvements, eh bien là encore, on retrouve des particularités. Alors, pas sur tous les mouvements. Par exemple, des mouvements simples individuels, on ne va pas retrouver de différence. Par contre, si vous regardez par exemple un vol d'oiseau, vous devez percevoir ce mouvement dans sa globalité, mais aussi chaque petit oiseau individuellement. Et donc, sur la perception de ce mouvement global fait par ce vol d'oiseau, effectivement, on retrouve des différences entre les personnes avec et sans autisme. On en retrouve aussi également sur la perception des mouvements biologiques. Et là, vous avez un exemple de stimulus qui peut être utilisé en laboratoire pour tester ces mouvements biologiques. Et donc là, on retrouve une moindre préférence visuelle pour ces mouvements et une difficulté aussi à les identifier. Si on passe à, je dirais, un stimulus qui est extrêmement important pour tout le monde et au-delà de la question pure de la perception, qui va toucher finalement les interactions et la communication sociale, eh bien, ce sont les visages. Eh bien, pour les visages, là encore, il y a des particularités de traitement, que ce soit au niveau de l'exploration visuelle, mais que l'on retrouve également lorsqu'on va mesurer en électrophysiologie ou en imagerie médicale des différences entre les personnes avec et sans autisme. Donc finalement, on retrouve des particularités visuelles depuis le niveau ophtalmologique jusqu'à un niveau de traitement très intégré dans le cerveau, puisque pour regarder un visage ou pour analyser une scène complexe, c'est quasiment la moitié des aires du cerveau qui vont être impliquées. Et ce qui est absolument aussi important dans ces résultats, c'est le fait qu'il y a une grande hétérogénéité. Alors une hétérogénéité entre les personnes avec autisme, c'est-à-dire d'une personne à l'autre, certaines vont avoir certaines particularités et d'autres pas, ce qui fait aussi que dans la littérature, on va trouver certaines études qui disent par exemple, oui, il y a une particularité au niveau de la perception du mouvement, et puis d'autres qui disent que non. Mais on en retrouve aussi d'un essai à l'autre, parce que par exemple, là, sur la perception des mouvements biologiques, tout à l'heure, cette espèce de petit personnage, il va falloir le répéter un grand nombre de fois pour parvenir à avoir un résultat. Eh bien, dans cette répétition du grand nombre d'essais, il y a plus de variabilité dans les réponses chez une même personne, et ça c'est vraiment caractéristique, c'est cette hétérogénéité. Alors, voilà, simplement, si on réfléchit à tout ce que je vous ai dit sur les particularités visuelles, on sort de chez soi, on arrive dans la rue, et bien voilà, il y a quand même toutes ces informations visuelles qu'il faut parvenir à intégrer, et là, on retrouve les différents éléments que je vous ai présentés tout à l'heure comme étant potentiellement soit déficitaires, soit au moins atypiques, que ce soit la perception du mouvement, et là, vous avez des mouvements en plus contradictoires entre le tram qui se déplace dans un sens et puis ce monsieur avec sa trottinette dans un autre sens. Vous avez les contrastes entre la route et le trottoir, et encore une multitude d'informations. Et si on passe à la nuit, alors là, les choses se compliquent encore. Imaginons qu'on veut traverser la rue. En bas, là, vous avez un passage piéton. Eh bien, il y a vraiment une foultitude d'informations qu'il faut être capable de traiter en même temps, alors même que ces informations indépendamment, en laboratoire, on se rend compte que c'est déjà compliqué. Et ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a en plus des difficultés au niveau de la hiérarchisation des informations. Et pour pouvoir traverser cette rue, eh bien, il va falloir être capable de hiérarchiser les informations. Ça veut dire de se focaliser son attention sur le petit personnage qui nous indique quand on peut traverser, par exemple, et de ne pas être perturbé par la foultitude d'autres informations et d'autres stimuli. Et puis, il y a aussi des difficultés au niveau de l'intégration multisensorielle, parce que moi, je ne vous parle que du visuel, parce que pour le reste, je ne serai pas compétente pour vous en parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un déficit au niveau de l'intégration multisensorielle. Donc, quand à la fois, on a le visuel, l'olfactif, l'auditif, etc. Et sur cette image-là, bien sûr, pour pouvoir traverser, on aurait aussi l'audition à minima qui rentrerait en ligne de compte. Et donc, effectivement, les villes, c'est des environnements extrêmement sensoriels. Vous avez une chercheuse qui s'appelle Danielle Quercia, qui a réalisé des cartes olfactives des villes.
Donc elle a mesuré finalement à quel endroit on était, l'ambiance olfactive était plus liée à la pollution, c'est-à-dire à la pollution liée par les véhicules, et c'est ce que vous voyez en rouge, plutôt liée aux végétaux en vert, plutôt liée à l'alimentaire en bleu. Mais les villes, elles n'ont pas qu'une signature olfactive, elles ont aussi une signature auditive. Et là, vous avez le laboratoire Ambiance, Architecture et Urbanité qui est situé à Grenoble, qui réalise des enregistrements sonores des différents endroits de la ville. Et donc, ils sont en capacité de réaliser des cartographies auditives de la ville. Et donc, au Québec, pardon, donc c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada, il y a une étude qui a été menée sur 7 ans, qui est une étude de recherche participative. Et leur idée, c'était d'essayer de mieux comprendre les impacts de la sensorialité lorsque les personnes autistes se déplacent en ville. Et donc, ils ont proposé à des enfants et des adolescents de photographier les lieux dans lesquels ils se sentaient exclus et les lieux dans lesquels ils se sentaient, à l'inverse, bien. Et donc, à partir de ces photos, ils les ont fait discuter. Les parents aussi étaient présents et ont pu également apporter des éléments complémentaires à ceux formulés par les enfants. Et je dirais le premier résultat majeur de cette étude, et je le trouve vraiment important, c'est que finalement, ce qui est ressorti de la parole des enfants, ils ont dit mais comment on peut faire pour faire comprendre aux autres usagers de l'espace public nos difficultés sensorielles. Et du coup, ils ont essayé de travailler à faire des propositions sur comment on pourrait faire. Alors ça pouvait passer par des signalétiques ou des choses comme ça, mais je trouve que ce résultat-là, il est vraiment important. Et puis ensuite, ils ont décrit leur expérience sensorielle de la ville. Et vous allez voir que les mots employés sont des mots qui sont très durs. Ils parlent de douleur, de stress, d'anxiété. Ils expliquent effectivement qu'il y a trop d'informations sensorielles en même temps, et aussi que le cadre bâti a un caractère inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pouvoir rendre cette ville plus agréable et qui tienne mieux compte des particularités sensorielles? Eh bien, ils ont proposé la création d'un espace calme. Donc, ils sont pas les seuls en réalité. Il y a notamment une architecte égyptienne qui s'appelle Magda Mostafa qui propose aussi la création de ces espaces calmes. Et d'autres chercheurs, parce que la création de ces espaces calmes, je trouve que c'est vraiment un point extrêmement important parce que finalement ces espaces calmes, c'est quoi? C'est un banc avec de la végétation autour, voilà. Donc il y en a dans toutes les villes, il y en a dans tous les villages. Par contre, ils sont peut-être pas adaptés exactement pour être des espaces calmes, mais c'est quelque chose qui est à la portée de chaque collectivité territoriale que de réfléchir à ces espaces calmes. Et là, les enfants de l'étude précédente, quand ils avaient réfléchi, ils s'étaient dit, eh bien, un espace calme, c'est l'endroit typique dans lequel on pourrait mettre une signalétique pour indiquer, pour essayer de faire comprendre aux gens quelles sont nos particularités sensorielles et le fait qu'on peut avoir besoin d'un moment de repos, d'un moment de répit au cours d'un trajet ou comme un espace de transition, là comme vous avez sur la photo du bas, où cet espace il est situé entre un parking et une place, et qui sont des lieux avec des niveaux sensoriels différents. Et donc l'implantation de cet espace calme, comme transition, ça peut être également une utilisation. Mais alors du coup, est-ce que finalement n'importe quel banc que vous croisez sur votre passage, ça pourrait être un espace calme? Alors pas exactement, parce qu'il faut réfléchir notamment au sol, de façon à ce que le sol ne réverbère pas trop le son pour les gens qui vont venir s'y installer. Il faut réfléchir également à leur matière. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse différence de température quand on va s'asseoir dessus. Il va falloir réfléchir aussi aux végétaux, parce qu'on a dit que les végétaux c'est bien, mais en l'occurrence il ne faut pas qu'à la faveur du vent, le végétal vienne toucher la personne de façon inopportune. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à réfléchir sur ces espaces calmes, et il y a des travaux en urbanisme qui sont faits là-dessus. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de chercheurs en neurosciences qui soient associés, et je pense que ce serait un plus parce que ça permettrait d'avoir un regard complémentaire. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans la ville pour rendre cette ville plus agréable sensoriellement? Eh bien, on peut s'appuyer sur les forces qu'ont les personnes avec autisme par rapport à la perception visuelle.
On va aussi proposer de réduire les informations sensorielles non pertinentes et de les limiter finalement à celles qui permettent de comprendre notre environnement et de comprendre comment on peut se déplacer dans l'environnement. Ça veut dire réduire les surfaces réfléchissantes, les formidables immeubles de verre où il y a un fort reflet et où passer devant est complexe. Eh bien, ce genre de choses, c'est sûr que c'est pas mal aussi de réfléchir à l'impact sensoriel de ce type de construction. Mais c'est aussi les panneaux publicitaires qui nous entourent, les enseignes lumineuses le soir. Et là, on voit que finalement, ces questions sensorielles, elles rejoignent un petit peu les questions écologiques qui nous animent aussi tous actuellement. Et parmi les choses qui peuvent être proposées, il y a aussi la question de la signalétique adaptée. Là, je vous ai mis simplement l'exemple de la ville de Valence, qui a réalisé un travail un petit peu similaire à celui de la ligne bleue qui a été présenté tout à l'heure. Alors, c'est Valence en Espagne, pardon. Où ils ont réalisé des pictogrammes de tous leurs grands monuments. Mais il y a d'autres propositions en matière de signalétique, j'ai pas le temps de les développer aujourd'hui, mais c'est un point important. Et enfin, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de cette hétérogénéité. Alors cette hétérogénéité, elle va rendre vraiment difficile le fait de donner des règles, je dirais, qui soient les mêmes pour tout le monde. Il faut trouver des solutions pour aussi pouvoir adapter individuellement. Et le numérique offre des possibilités justement d'adapter à une personne son choix de cheminement notamment. Et vous avez des chercheurs en Italie qui ont fait ce travail et qui ont réalisé des petites applications qui permettent de personnaliser les cheminements. Alors c'est quand même des cheminements qui sont faits régulièrement parce que comme il y a pas mal d'informations sensorielles dessus, pas mal d'informations aussi qui peuvent parvenir, par exemple genre le bus aujourd'hui, il y a grève donc il passera pas. Et donc ça c'est des informations sur le caractère inattendu, mais ils ont aussi travaillé là-dessus cette équipe de l'université de Turin. Et voilà, alors ça c'est un dessin, vous avez vu qu'il y avait plusieurs dessins qui ont été présentés sur cette présentation, et ce sont des dessins qui ont été réalisés par des étudiantes en art graphique de l'EPSA, qui est une école de la ville de Paris. Elles nous ont accompagnés durant cette année, on a eu beaucoup d'échanges avec elles, et elles ont essayé de mettre en image ce travail, et je trouvais que finalement ce dessin qui pourrait sembler naïf, moi je l'aimais bien parce que la phrase qui l'accompagne, je trouve qu'elle donne bien l'idée de ce travail avec le livret. Par exemple, on a commencé à exploiter le livret dans une maison de quartier. On a été avec donc une association, avec les représentants de la maison de quartier, des habitants du quartier, et on a proposé la confection d'une boîte sensorielle. Alors comme ça peut paraître un peu ridicule, l'atelier waouh, boîte sensorielle, etc. Sauf que l'idée, c'était aussi de sensibiliser les habitants, de sensibiliser l'équipe de la maison de quartier aux particularités sensorielles. On en a profité pour faire une petite présentation scientifique et puis en même temps pour montrer avec Tina Caparros que effectivement il y avait des choses simples qu'on pouvait mettre en œuvre et qui permettaient l'accueil dans des lieux où c'est pas une question physique, c'est pas comme la rampe qui est là. Voilà, là c'est d'autres choses qu'il faut mettre en place et c'est des choses qui sont pas forcément visibles, pas forcément connues. Et pourtant, une maison de quartier, c'est un lieu extrêmement important parce que c'est un lieu où finalement tout le monde doit être censé pouvoir venir. Et donc, utiliser ce livret pour essayer de sensibiliser, essayer de réaliser des micros-aménagements, eh bien c'est l'objectif qu'on a en tout cas. Et voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie. Y a-t-il des questions, des remarques, des interrogations, des demandes de précision? Merci. Merci Marie. C'est trop bien. Moi, j'adore tout ce que tu fais, mais ça, tu sais. Oui, c'est ce que tu proposes. Donc, tu parlais de ce livre de recommandations. Tu parles aussi de projets qui visent à finalement mesurer de manière factuelle je sais pas comment je peux appeler ça, mais des marqueurs de qualité, de confort sensoriel pour les personnes. On en a déjà parlé au téléphone, mais moi à chaque fois quand tu présentes tes projets, je me dis mais en fait, je pense que c'est la conclusion, tu le dis très bien, c'est profitable à tout le monde.
Donc ça c'est top. Et du coup, je me demandais si ça pouvait pas être le point de départ, voilà, d'une base. Tu parlais d'une boîte sensorielle, mais finalement d'une boîte d'évaluation factuelle d'espace. Il y a plein de super projets qui ont été présentés ce matin dans le métro à Lyon, le Ziboulab, les cafés. Est-ce que tu crois que on pourrait pas généraliser ça pour évaluer, puis aider aussi à accompagner les espaces, les améliorer, et ce qui marche dans ces espaces aussi profite à toute la communauté. Si, tu as complètement raison. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est la rencontre entre urbanistes et chercheurs en neurosciences, parce que par exemple, la technique des balades sensorielles, où on va évaluer sensoriellement un lieu, elle est utilisée par les urbanistes pour, en général, c'est avec les étudiants qui le font ou avec un public particulier, mais juste pour essayer de voir comment on ressent la ville. Et là, c'est l'idée, ce serait de passer, et ce protocole là de marche sensorielle, il est décrit clairement dans le livret. C'est comment on peut utiliser ces marches sensorielles pour évaluer sensoriellement l'environnement, mais aussi, pourquoi pas, le coupler à des mesures qui seraient des mesures de laboratoire, qui permettraient finalement de voir ou pas un décalage entre le ressenti sensoriel dans la ville et par exemple un sonomètre qui va enregistrer et qui va montrer qu'il y a tant de décibels, etc. Donc oui, et je crois que ce type de démarche, c'est intéressant de les faire dans des lieux qui sont effectivement des lieux qui sont utilisés par des personnes avec autisme quotidiennement, et de pouvoir le faire de façon à suffisamment d'endroits, à suffisamment de moments, parce que le jour, la nuit, suivant les saisons, la sensorialité diffère, et pour pouvoir effectivement avoir une vision de la sensorialité en dehors du laboratoire. Oui. Ah, il y a une... Allez-y, on prendra ensuite. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais plusieurs questions, remarques, je ne sais pas trop comment formuler ça. Par rapport à la reconnaissance des visages, vous vous êtes penché sur la prosopagnosie? Alors, là, c'est des travaux qui sont, je dirais, les travaux globaux qu'on retrouve sur la perception visuelle dans l'autisme. Oui, effectivement, on retrouve plus de personnes qui ont un problème de prosopagnosie dans l'autisme que dans le reste de la population. Mais globalement, prosopagnosie ou pas prosopagnosie, il y a une exploration visuelle des visages différente chez les personnes avec autisme, et aussi une activation cérébrale quand on la mesure électrophysiologiquement. En fait, on observe une onde qui s'appelle la N170, qui va intervenir après la présentation de visage, et il se trouve qu'elle n'apparaît pas dans la même latence, donc pas dans le même temps que chez les personnes neurotypiques. Donc même si la personne avec autisme n'a pas de prosopagnosie, on va retrouver des différences sur le traitement du visage. Mais vous avez raison de le souligner, ça fait partie effectivement des particularités qu'on retrouve en plus, comme la synesthésie ou d'autres. Yes. Ouais. Okay, merci. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis concernée par la prosopagnosie et du coup, c'est confondu avec l'autisme, alors que ça concerne aussi les personnes qui sont alistes, donc non autistes. J'en parle parce que il y a 2 jours, j'ai eu l'occasion de partager un moment avec une maman qui fait partie de notre groupe, qui n'est pas concernée par la prosopagnosie. Son fils l'est, et du coup, ça lui fait de la peine de voir son petit de 10 ans se jeter sur un petit garçon blondiné parce qu'il croit que c'est son meilleur ami de l'école, parce qu'il ne reconnaît pas le visage. Du coup, il focus sur les cheveux. Et par contre, cette amie, par exemple, elle a de grosses difficultés pour traverser la route. Je pensais à votre slide avec les mouvements de trottinette, etc. Et alors que moi, j'ai pas du tout cette perception-là en étant moi-même autiste. Du coup, ça me faisait des échos, la prosopagnosie, les mouvements, etc. Ça faisait beaucoup d'échos à cette discussion. Et par rapport aux espaces calmes, il y en a plein qui sont calmes et qui, par contre, sont envahis par les gens ensuite. Un espace calme un espace peut être génial à vivre à 9h30 du matin parce qu'il n'y a pas de circulation, les gens sont pas là, etc. Et ça peut être l'enfer sur terre à 18h. Alors, vous avez tout à fait raison, et notamment l'idée, c'est de ne pas mettre, par exemple, un espace calme juste à côté d'un espace de jeu pour enfants, par exemple. Mais l'idée de la signalétique là des jeunes qui ont participé à la recherche participative au Québec,
Je trouve qu'elle est intéressante dans ce que vous dites, parce que peut-être que si les gens avaient conscience que ces espaces calmes ont, je dirais, un rôle encore plus important pour une partie de la population, eh bien peut-être que du coup ils resteraient calmes tout le temps, quoi. Du coup, Angela Sirigu. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très bien. Je voulais savoir, j'ai entendu plusieurs conférences, effectivement. J'ai beaucoup aimé la vôtre sur les effets bénéfiques de la nuisance, enfin de la réduction de la nuisance sensorielle. Je voulais savoir si vous avez des retours quantitatifs. Est-ce que vraiment il y a un effet sur le bien-être par ailleurs? En tant que neuroscientifique, vous savez aussi que il y a beaucoup d'individus en fait qui n'aiment pas le silence. Donc en fait, on est dans un spectre là que voilà, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Non, vous avez tout à fait raison, et c'est toujours cette question d'hétérogénéité, et du coup, comment peut-on imaginer faire des règles globalement, alors qu'il y a effectivement certaines personnes qui ne supportent pas le silence et d'autres qui ne supportent pas le bruit. Ça, c'est toute l'ambiguïté. Et sur la question des mesures, eh bien, il y a quelques études, notamment, qui ont été réalisées dans des écoles où il y avait une rencontre, on va dire, entre un architecte et plutôt des chercheurs en sciences de l'éducation ou en psychologie, et où ils ont, en général, c'est plutôt à partir de vidéos, ils ont fait des enregistrements vidéo, et ils ont regardé les comportements des enfants, regardé par exemple le nombre de comportements stéréotypés, ils ont regardé en termes attentionnels, ils ont regardé les résultats des enfants quand on modifie la lumière, quand on modifie l'ambiance sonore, etc. Il y a quelques travaux, mais pour le coup, pour l'instant, il en manque, et c'est pour ça que je crois que c'est assez important aussi que les chercheurs en neurosciences puissent sortir des laboratoires. Quand on dit ça, ça paraît peut-être simple, mais en réalité non, parce que ça veut dire qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne parviendra pas à contrôler, alors que pour que la recherche soit réplicable, pour que, etc., ces paramètres sont nécessaires. Et c'est pour ça que la recherche participative, à mon avis, elle a une importance, elle laisse la place aux experts d'usage, et du coup, elle a une place particulière, quoi, et elle permet aussi l'interdisciplinarité. J'ai pas mal de questions, Marie, d'internet, visiblement, qui donc ont bien réagi. Du coup, il y a une question qui est une suggestion, je dirais, sur en partenariat avec les mairies pour ces adaptations. Est-ce que tu travailles justement à développer un peu ce travail? L'Association des maires de France, qui est l'association qui regroupe les quelques 36 000 communes qui existent en France, a créé un groupe de travail sur l'autisme, et pour voir comment ils pourraient finalement faire évoluer leur politique. On échange avec eux, mais ils mènent aussi leurs réflexions de leur côté, et je doute pas que ça aboutira à des choses très intéressantes. Oui, je pense que c'est effectivement des questions qui viennent de plus en plus emparées par les élus. Peut-on en savoir plus sur la boîte sensorielle? Qu'est-ce que c'est la boîte sensorielle? Alors, la boîte sensorielle, ça va être une boîte dans laquelle on va trouver des éléments qui permettent, par exemple, de s'apaiser. Alors, ça peut être simplement des lunettes noires, ça peut être des petits objets où le toucher est agréable, En fait, c'est des objets sensoriels, mais il faut pas que ce soit des choses très compliquées, parce que si on veut que ce soit réplicable, qu'on puisse les trouver un peu partout, il faut que ce soit des petits objets qu'on puisse trouver, je vais pas dire dans une grande surface, mais presque. Il faut que ce soit des choses très simples. Si c'est une boîte sensorielle à son domicile, par contre là on va essayer de chercher des objets plus adaptés à la personne même. Mais une boîte sensorielle dans un lieu comme une maison de quartier, l'idée c'est que quand la personne eh bien, elle participe à une activité, si elle sent que effectivement au niveau sensoriel, elle a besoin de se reposer, de s'écarter. Du coup, les animateurs de la maison de quartier, eux, sont déjà sensibilisés au sujet. Il y a un petit endroit qui est défini et qui permet de mettre se en reposer, place, voilà, à partir de cette boîte sensorielle. Mais je crois que la boîte, elle va avec le concept, avec l'idée de sensibiliser. Oui, et de bien prévoir cette question de réplicabilité qui est importante. Alors, j'ai une question plus technique, je vais essayer de pas la déformer. Autre question en lien avec les atypies de réaction de la pupille. Y a-t-il des atypies observées en terre attentionnelle aussi? Focalisation, déplacement de l'attention. Je sais pas si c'était en terre ou en terrain. Je dirais peut-être terrain, attentionnel, terre. Alors, sur la pupille, il y a effectivement des réactions qui ont été mesurées,
comme étant atypique, donc pour la lumière, mais aussi par rapport à la question de l'attention, puisque c'est par rapport à la question de l'engagement cognitif, mais aussi par rapport au visage et au visage émotionnel. Notamment, c'est une étude qui a été menée à Tours par Nadia Aguillon-Hernandez, où elle a montré que quand des enfants avec autisme regardaient des visages, il y a une moindre variation du diamètre de la pupille quand c'est des visages par rapport à quand c'est pas des visages. Alors que chez les neurotypiques, on retrouve effectivement cette différence de variation. Donc la pupille, effectivement, elle réagit à la charge cognitive, à la lumière et au contenu social. Très bien, merci pour cette explication. Une dernière petite question, après je vous libère, Marie. Comment peut-on avoir accès à ce livret? Ça intéresse visiblement. Alors, dès que notre graphiste aura pu mettre en page ce livret, parce que là, si on vous le livrait comme ça, personne ne le regarderait, parce que c'est très fastidieux, c'est du Word. Par contre, il sera disponible sur le site de notre laboratoire, donc l'INCC, dans les prochains mois. Voilà. Donc, à guetter sur le site du laboratoire de l'INCC. Merci beaucoup encore. Merci.